Aujourd'hui, on va parler IA. Et pour ça, je vais recevoir Maxence, qui est PDG d'une belle agence à succès qui compte plus de 12 personnes dans son équipe et qui a intégré l'IA il y a maintenant 2 ans. Et depuis, l'IA a pris une place ultra importante dans son agence. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo avec Maxence, c'est de vous expliquer comment intégrer l'IA à votre agence, même si vous êtes seul aujourd'hui, et comment faire en sorte que cette IA remplace littéralement une équipe de 10, 12, 15 personnes. Vous allez voir, il y a un champ du possible incroyable avec l'IA. Et avec Maxence, on va voir plein d'astuces que vous pouvez mettre en place, certaines qui sont très faciles d'accès, très faciles, d'autres qui demandent un peu plus de technique. On va même voir comment transformer un Mac mini en employé supplémentaire. Donc tout ça on va le voir avec Max. Je vous propose qu'on le retrouve directement. Bon Maxence, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Comme tu le sais, j'ai une idée pour cette vidéo. J'ai envie qu'on partage à ceux qui nous regardent, donc principalement des freelances et fondateurs d'agences, comment transformer l'IA en une équipe de 10, 15, 20 personnes pour leur agence. En gros, c'est un peu en impro cette conversation, mais j'ai envie qu'on creuse ensemble tous les modèles d'application qu'on a pour l'IA. Donc tout ce qu'on fait avec l'IA dans l'agence, comment ça peut les aider sur la prospection, sur la relation clientèle, sur la livraison. Bref, vraiment, je te propose qu'on aille assez large et qu'on aille du niveau le plus simple jusqu'à peut-être un niveau plus compliqué. Parce que on peut se servir des chats genre ChatGPT, Claude, etc. pour des trucs tout basiques. Et puis aussi, là, toi, je sais que tu as un Mac mini qui tourne H24. Moi, j'ai un Mac mini qui est planqué dans une boîte là et dont je ne me sers pas encore. Mais je sais que je pourrais faire des choses avec. Donc, on pourrait se permettre même d'aller à un niveau un peu plus élevé si t'es chaud. Ouais, carrément. On peut tout ratisser. Allez, magnifique. Ce que je te propose déjà, alors moi je serais curieux de savoir, donc toi pour rappel, hein, pour remettre le contexte, tu as une agence, tu as plus de 10 personnes dans l'agence, est-ce que tu peux te représenter rapidement pour remettre le contexte? Ouais, pour remettre le contexte, donc moi j'ai créé Make Sense for Digital, donc agence de conseil en marketing, depuis 2021 maintenant, ça va faire 5 ans et demi. Et on est effectivement aujourd'hui, on est une douzaine en région lilloise. On accompagne surtout des e-commerçants qui font plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel globalement. Et on les accompagne à la fois sur la publicité en ligne, le SEO, le CRM, l'optimisation de site web et la stratégie créative. Ok, très cool. Et donc du coup, au quotidien, tu touches un peu à tout, Google Ads, Meta Ads, site web, CRM, email marketing, enfin tu fais tout quoi. Ouais, l'idée c'est d'être un service marketing externalisé, donc forcément on a quasi toute l'intégralité du scope d'une équipe e-commerce. En fait, ils sous-traitent l'intégralité de cette partie-là chez nous, généralement. Ok. Et pour avoir une idée, aujourd'hui dans ton agence, l'IA, tu dirais qu'elle a une place minime, modeste, importante ou carrément vitale aujourd'hui? Bah, on est en train de faire un pivot où en fait on aimerait bien devenir AI first, comme on dit. Euh, Parce que ce qu'on a remarqué, et on en parlera après, mais ça augmente la qualité, ça baisse les délais de livraison et ça augmente la valeur perçue. Donc finalement, c'est devenu aujourd'hui le cœur du sujet dans pas mal d'accompagnements, que ce soit sur la partie CRM avec des emails plus quali ou même des sites web full IA qu'on développe et qu'on file aujourd'hui aux clients en livraison dans des délais records. Ah ouais, donc l'IA aujourd'hui fait vraiment partie de tous tes process quotidiens quoi. Ouais, et on a pas mal d'abonnements, que ce soit du Claude, du ChatGPT, du Codex. On ratisse pas mal, mais au final, on estime à date, sur les 12 personnes, ça nous a fait gagner quasiment 2,5 temps plein. Donc, comme si on avait 2,5 employés temps plein en plus dans l'agence. Ah ouais. Donc tu payes 200-300 balles par mois d'abonnement, mais tu considères que ça t'a fait gagner l'équivalent de, je sais pas, un temps plein en France, la moyenne c'était 3 000 € par mois, j'imagine, chargé. Peut-être même plus que Ouais, ça. chargé entre 3 et 5 000 selon la seniorité. Donc, Ouais. Donc t'as 10K d'économie pour 200-300 balles d'abonnement mensuel, quoi. ça. Bon, on est plus sur 1000 balles même d'abonnement mensuel par contre, parce que Ah, ok. tous les employés sont aussi staffés. En fait, c'est un peu comme si chaque employé avait son équipe d'IA sur le côté, comme s'il y avait une couche de management en plus. Ah ouais, intéressant. Ok, je te propose qu'on plonge du coup dans le concret, dans le détail, et qu'on y aille crescendo au niveau de la difficulté, en tout cas pour le début. Déjà, à ton avis, qu'est-ce que n'importe quel freelance ou fondateur, fondatrice d'agence devrait avoir comme organisation IA? T'as parlé de l'équipe de ton équipe, chaque membre de ton équipe a sa propre équipe. Bah, je pense que tu vois, le fondateur, il doit avoir son équipe aussi. On parle souvent d'avoir un board, d'avoir un conseil de sages quand tu es dirigeant qui vont te challenger sur la finance, sur les RH, sur la stratégie. On a fait tous les deux l'accompagnement chez Alex Hormozy, donc acquisition.com, pendant plus de 2 ans, donc avec des conseils qui valent de l'or au sens propre, puisqu'on a quand même
payer Payé un cher. rein et demi à ce niveau-là. Et aujourd'hui, n'importe quel dirigeant pourrait avoir une espèce de simili Alex Hormozy dans sa poche, avec des niveaux plus ou moins compliqués. Mais aujourd'hui, tu as pas mal de gens qui sont familiers avec les agents GPT. Donc dans ChatGPT, tu peux soit parler normalement, soit créer un agent. Le niveau 1, tu pourrais avoir, OK, ben, je mets les PDF des 4 bouquins d'Hormozy, donc les offres, les leads, les money models et les chapitres perdus, et les playbooks si vous les avez. Et tu parles et tu partages tes réflexions stratégiques à un équivalent d'Alex Hormozy. Tu peux avoir la même chose avec son ancien Head of Media, Caleb, qui fait pas mal de vidéos sur YouTube, où là tu peux copier les transcripts de ces vidéos YouTube et en faire un mini cerveau pour t'aider dans ton branding et dans ta génération de contenu, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Et tu te recrées une espèce d'équipe de consultants qui sont un peu tes freelances que tu peux faire travailler H24 en mode ok bah j'ai l'idée de telle offre, je veux challenger mes pricing, etc. Et tu parles à une version IA-isée de Hormozy pour 20 balles par mois, là où nous, bah, effectivement, à chaque fois, c'était plus de 10 000 balles à chaque étape, quoi. Ouais, c'est super intéressant. En fait, ça me fait penser à, tu sais, pendant longtemps, les gens disaient, oh, j'aurais adoré pouvoir avoir une conversation avec l'auteur de mon livre préféré. Et en fait, littéralement, on en est là. Tu prends donc, parce que là, on parle de Hormozy, mais ça peut être n'importe qui. Tu prends une personne en qui tu as confiance sur un sujet, tu prends tout le contenu que cette personne a créé, tu le fous dans l'IA, et à partir de là, tu peux converser avec cette personne. C'est génial. Alors, c'est vrai pour le côté technique. Et j'imagine que plus la personne a produit de contenu, et plus c'est facile. Donc, Hormozy, par exemple, on parle des livres ici. On pourrait, je sais pas s'il y a un monde où on peut faire ça, mais virtuellement, prendre ces 500 dernières vidéos, prendre le contenu, le mettre dans la même IA peut-être, et arriver à un simili Hormozy ultra carré. Ouais, bah tu vois, on parlait du Mac mini qui tourne dans le grenier tout à l'heure. En fait, moi, j'ai une automatisation. Toutes les nuits, en fait, il va checker la chaîne d'Hormozy, voir s'il y a une nouvelle vidéo. S'il y a une nouvelle vidéo, YouTube génère automatiquement les sous-titres et les met à disposition. Il les télécharge, il les met dans un fichier texte et ça vient s'ajouter au cerveau Hormozy. Et si tu pousses le bouchon plus loin, tu peux même le faire avec ses posts LinkedIn, les posts Twitter, etc. Et ça vient densifier cette base de connaissances quasi en temps réel. En plus de toi être notifié et te dire, OK, ben, fais-moi un mini résumé. J'avais fait ça un moment, je l'ai enlevé. Il me faisait un mini résumé sur Telegram de la dernière vidéo pour savoir si ça valait le coup d'aller la voir ou pas. Ah ouais. Et tu pourrais même lui dire que si jamais le contenu d'une nouvelle vidéo est contradictoire avec le contenu d'une vieille vidéo, prendre en priorité le contenu le plus récent. Et comme ça, tu as toujours la version du cerveau d'Hormozy le plus récent, d'après le contenu qui sort en temps réel. Ouais, c'est vrai que tu pourrais avoir ça parce que par exemple, il avait fait la première vidéo que j'avais vue chez lui, c'était il y a plus de 3 ans, c'était sur l'IA justement. Ouais. Et là, il en a refait une. Donc effectivement, ça vaudrait le coup d'écraser, de mettre à jour. Ou alors tu peux même mettre des règles. Nous, on fait ça sur la partie, pas forcément les faux Hormozy, mais on a des agents dans l'agence qui nous aident sur Google Ads, sur Meta, etc. Et en fait, là, on met des timers de dire, OK, ben, en fait, tout ce qui a plus de, c'est 1 an, je crois, la règle. Mais en fait, on le prend plus en compte parce que peut-être que c'est daté, les interfaces ont changé, les algorithmes ont changé. Et donc, ça évite d'avoir des effets où ils te recommandent quelque chose qui n'existe plus, par exemple. Ah ouais, super intéressant. Dans le même ordre d'idée, j'ai envie de partager un truc que j'ai fait dernièrement avec Claude Cowork. Je lui ai donné accès à la chaîne YouTube de quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup son contenu. Alors c'est du sport, hein, ça n'a rien à voir avec le business, mais je pense que c'est la même chose pour le business. Il y avait une chaîne YouTube que j'aimais bien. J'aimais bien ses conseils, sa façon sa pédagogie. Et j'ai demandé à Claude Cowork de prendre toutes les vidéos de cette personne et de m'en tirer donc un programme sportif par rapport à mon contexte. Et pour ça, je lui ai donné mon contexte avec toutes les informations que j'avais avec ma balance intelligente, etc. Et je lui ai demandé de me développer une formation en ligne. Donc en gros, ça ressemble à un site web un peu comme un Teachable ou une autre plateforme de formation en ligne avec des modules. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, parce que je voulais aussi non seulement qu'il me donne le programme, mais aussi qu'il m'éduque sur ce qui se passe au niveau nutrition et sport avec ce que je fais, ce qu'il me fait faire. Et donc en fait, juste en le promptant, hop, il va chercher le contenu et il le met sous une nouvelle forme. Il a développé carrément un site de formation en ligne pour me le délivrer ce contenu. C'est excellent. Ça me fait penser à ce que j'avais fait après le dernier Hormozy, parce qu'en fait, comme j'avais enregistré la session, en gros, j'avais le verbatim pur de ce qui avait été dit, mais c'était vraiment pas très digeste, parce que c'était plus long. Et je l'avais mis dans l'outil de Google, qui est gratuit, je crois. Surtout si on a une licence Google, c'est gratuit. C'est Notebook LM. Et il Incroyable. m'avait même fait du motion design. Il a fait une espèce de mini vidéo animée. Et il a aussi fait un podcast avec deux personnes qui parlent et qui débattent de ce qu'il y avait. Et tu l'écoutes en faisant ton sport et autres. Et tu te remets les infos différemment. Parce qu'en fait, tu entends deux personnes débattre de ton cas. Et c'est pas pareil que juste d'avoir du descendant, en fait. Donc c'est hyper puissant et c'est des voix complètement générées par IA. Et c'est plutôt quali, comme t'écouterais un podcast.
X ou Y. Honnêtement, je trouve que c'est ultra bien fait, c'est ultra humain. Le Notebook LM, les podcasts générés par Notebook LM sont absolument incroyables. Et je suis parfaitement d'accord avec toi sur le côté apprentissage. Notebook LM, je pense que c'est la meilleure des IA. Effectivement, on le dit souvent, pour apprendre une information, il faut une répétition. Mais ce qui est super fort avec eux, c'est que tu peux littéralement donc prendre. J'ai fait comme toi. De toute façon, après Hormozy, on a fait la même chose. On a tout mis dedans, effectivement, avec les trois sources, nos notes personnelles, les notes de Hormozy, parce qu'ils nous ont fourni les slides, etc. Plus toi, tu avais le transcript de ce que on avait enregistré. Et c'est vrai que tu peux déjà discuter avec l'IA qui a uniquement cette source-là, plus le podcast, plus il peut te faire, je crois, une présentation juste 5, 10, 15, 20 minutes. Tu choisis la durée juste orale, pas en mode podcast, mais juste une podcast, mais une présentation directe, plus la vidéo, plus la carte heuristique, la mind map, mais tu apprends n'importe quoi ultra vite avec ça. Ouais, t'as vraiment toutes les façons d'apprendre différentes. Et comme tu dis, il y a la répétition, il y a le fait que ce soit un format différent. Et ce que j'aime beaucoup avec Notebook LM par rapport à Claude ou ChatGPT, et c'est pour ça que on n'a pas parlé, mais quelle est la meilleure IA et ce qu'il faut choisir? Bah, Notebook LM, il a un avantage incroyable par rapport aux autres, c'est qu'il va se baser que sur les infos que tu lui donnes. Il va rien chercher ailleurs. Et ça, c'est assez précieux quand justement tu as des éléments aussi précieux, précis que des livrables qu'on t'a fournis sur ta stratégie d'entreprise. Ouais, ouais, si tu payes 25 000 balles pour avoir un conseil, t'as pas envie qu'il bouche les trous avec un truc trouvé sur Google, ouais. Ouais, ça dénaturerait énormément la chose, alors que parfois c'est bien pour réfléchir, brainstormer, du coup tu sors de là, mais ça te met une base assez solide et quand tu pars sur ta stratégie à 6 12 mois validée par l'équipe d'Ormozy, on t'as envie de t'y tenir quand même. Ouais, j'ai envie de rebondir sur un truc. T'as dit que t'avais un Mac Mini qui donc tourne H24 dans ton grenier. En gros, le principe de faire ça, si je comprends bien que c'est ton serveur à toi sur lequel ton IA est donc constamment active. Tu lui fais pour le coup scanner les nouvelles vidéos d'Hormozy. J'imagine que c'est une tâche parmi d'autres. Quel autre type de tâche tu fais tourner H24 pour ton agence pour être de plus productif? Bah, tu vois, par exemple, tous les matins, nous on utilise Slack pour la communication. Je pense qu'il y a beaucoup d'agences qui utilisent ça, ou du Discord ou du Teams. Nous, c'est Slack. Et on a un faux employé IA sur Slack, qui s'appelle Watchtower. Il a sa petite photo de profil, c'est Arnold Schwarzenegger d'ailleurs. Et en fait, tous les matins, on a un canal Slack par client. Et en fait, tous les matins, il nous envoie un rapport sur les performances. Donc ça tient en quelques lignes, hein, c'est digeste pour que ça reste absorbable avec tous les clients. Et en fait, on a les performances de la veille, les dépenses, le chiffre d'affaires, le nombre de mails envoyés quand c'est du CRM, les dépenses et les chiffres d'affaires de la semaine, du mois, etc. Et comme ça, on peut détecter beaucoup plus facilement s'il y a un problème. Et le fait que ça tourne sur le Mac Mini, bah, en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un serveur dédié là-dessus et il se connecte lui-même sur Google, sur Meta, sur Klaviyo quand c'est de l'emailing et il est 100% autonome. Ah, c'est incroyable. Donc, tu as ton petit rapport publicitaire tous les matins, tu sais tout de suite si ça va ou ça va pas. Et donc, typiquement, le problème des agences puis moi j'ai eu ce problème là plusieurs fois, tu as un compte qui part un peu en live, tu le vois pas, tu te rends pas compte, mais pendant 3 jours, tu as dépensé sur un truc qui était beaucoup trop cher ou inutile ou autre. Mais là, ça ne peut pas arriver. Tu as le flag immédiat, quoi. Ouais, bah, de toute façon, un des secrets de la fidélisation et du MRR quand on est une agence, de toute façon, c'est le fait de passer du réactif au proactif. Plus tu es proactif sur la gestion de clients, moins ça te prend de temps à résoudre. C'est comme un incendie en fait. Un incendie qui est là, qui est allumé depuis 3 heures, pour l'éteindre, il faut y aller. Si c'est vraiment le petit bout de plante qui commence à prendre feu, bon, bah, un verre d'eau, ça suffit à l'éteindre. Et donc ça t'aide c'est pour ça que je disais ça aide à augmenter la qualité, c'est que ça t'aide à voir le plus tôt possible les débuts d'incendie, entre guillemets. Hmm. Ouais. Donc, au final, tu gagnes aussi du temps parce que l'incendie n'a pas le temps de prendre et donc tu n'auras pas booké une journée complète pour régler un gros problème plus tard, quoi. En 3 minutes, c'est fait. Tu utilises quoi donc là, j'ai le fameux Mac Mini dans une boîte qui dort dans le placard. Tu utilises quoi pour faire tourner ce Mac Mini sur des tâches comme ça? Est-ce que tu es sur Claude? Là, il est sur Claude Code. Et après, l'avantage du Mac Mini, c'est qu'il a beaucoup de mémoire. Et là, en fait, pour décharger un peu la partie Claude, il a aussi un petit modèle d'IA en local qui est Gemma 4. Donc, c'est la nouvelle IA un peu open source de Google. Et du coup, pour certaines tâches, il est autonome. Il n'a même pas besoin de Claude, de ChatGPT, de Gemini ou quoi que ce soit. Ça tourne vraiment chez lui. Donc, ça te crame aucun abonnement ni quoi que ce soit d'ailleurs. Ok. Je rebondis sur un truc, on viendra au conseil juste après, mais en termes de sécurité, est-ce que tu considères que ça peut être une source de faille, de sécurité? Comment tu vois les choses? Ouais, ça c'est un des prérequis et t'as pas mal de monde. Il y a eu une vibe avec OpenClaw là, qui a fait grand bruit et qui est retombé assez vite finalement. Un des problèmes, et t'avais d'ailleurs la
Head of AI de Meta, qui s'était fait supprimer tous ses mails par son IA, Oh. parce qu'elle avait mal géré le OpenClaw. Donc tu te dis mince, quand même un peu paradoxal. Et tu as un gros enjeu de donner que les accès nécessaires. Donc par exemple, tu vois, sur Google, Meta et autres, tu donnes les accès que en lecture. Comme ça, il va pas casser des campagnes, il va pas les écraser ni quoi que ce soit. Ton Mac mini, en l'occurrence, tu mets un pare-feu pour éviter qu'il y ait des ports ouverts et que n'importe quel hacker puisse venir et dire, OK, bah, je m'infiltre chez toi et je vais utiliser ton Mac pour autre chose. Donc, tu as Hmm. quand même une petite base de cybersécurité à avoir que Claude peut aussi gérer. Tu lui dis, bah, OK, fais-moi un audit de sécurité de l'ordinateur et il peut t'aider. C'est pour ceux qui s'y connaissent pas forcément et qui n'ont pas envie de mettre les pieds dedans. C'est ça le truc, c'est que tu vois, j'étais à deux doigts d'abandonner là quand tu me dis ça et de me dire, ok, j'ai pas les compétences techniques nécessaires pour être sécure en faisant ça. Mais en fait, encore une fois, c'est là où l'utilisation basique de Claude ou n'importe quelle autre IA, c'est, ok, je veux réussir à faire ça, mais je veux que ce soit sécurisé. Fais-moi un tuto comme si j'avais 15 ans et que j'avais encore aucune expérience professionnelle sur comment exécuter. Et du coup, derrière, il te fait un tuto de A à Z pour que tu Ouais, sécurises ton bah, truc, quoi. typiquement, tu vois, moi, je peux y accéder depuis mon propre Mac avec, j'utilisais TeamViewer avant, pour ceux qui connaissent, quand on fait de la téléassistance, on prend le contrôle à distance d'un ordinateur, c'est pas mal. C'est pas open source, il y a un autre outil open source qui s'appelle Rustdesk. Je galérais à le setup de manière sécurisée parce qu'en gros, du coup, tu rends ton Mac mini accessible depuis l'extérieur. Donc, tu crées limite une faille de sécurité toi-même. Moi, je lui ai dit, tu me paramètres une passerelle entre les deux. Et il a mis un outil que je connaissais que de nom qui s'appelle Tailscale. Je sais absolument pas ce que c'est. J'ai été vérifier, c'est OK et tout. Mais en gros, ça sécurise la connexion entre les deux Macs et je peux me connecter à distance dessus, mais personne d'autre peut le faire. Et c'est Ouais. lui qui a tout fait. Il a fait tous les réglages comme un grand. Bon, ça lui a pris un peu de temps, hein, mais finalement, il n'a rien d'autre à faire. Donc finalement, ça paraît être un truc de geek un peu complexe à mettre en place, mais tu peux te servir de l'IA elle-même pour le faire à ta place. Et donc même sans aucune compétence technique, du moment que tu as au moins conscience du fait qu'il faut une bonne sécurité, tu es capable de te faire guider par l'IA pour la mise en place. C'est ça qui est intéressant. J'ai animé ce matin un atelier IA avec certains de nos clients et on construisait une landing page et un outil d'hébergement de podcast, tu vois, juste pour le use case. Et un des points qui est ressorti, c'est qu'en fait, tu lui demandes pas, OK, bah, comment je mets mes MP3 sur Apple Podcast. Tu dis, OK, bah, je crée un podcast et je veux qu'il soit disponible sur Apple Podcast, Spotify, etc. Trouve-moi les moyens de faire une plateforme qui marche. Et il va te trouver les solutions d'hébergement, ainsi de suite. Tu parles en langage naturel, comme on parle à ChatGPT et qu'on lui demande, OK, ben, combien de grammes de feta dans ma salade? C'est vraiment du conversationnel. Et tout comme tu le dirais, tu vois, si tu vas chercher un freelance pour faire ça, pour dire, OK, je veux héberger mes MP3, bah, tu vas devoir lui parler et lui expliquer ce que tu veux. En fait, là, tu fais la même chose mais avec Claude, avec ChatGPT et autres. Ça, d'ailleurs, Ouais, c'est un petit tips qu'on peut donner, c'est que tu as des gens qui réfléchissent beaucoup à leur prompt, etc. Là, tu vois, bah, je me suis pété le poignet en moto il y a quelques semaines, et du coup, j'ai un outil, j'appuie sur une touche et ça dicte, je dicte et ça retranscrit. Et en fait, j'ai remarqué que la qualité des prompts s'était améliorée parce qu'en fait, j'explique comme j'expliquerais à un autre humain. Et tout de suite, bah, du coup, il comprend où je veux en venir, et s'il a des questions, il me les pose en retour, tout comme un freelance, un développeur avec qui je parlerai de mon besoin finalement. c'est vrai, hein. Le fait de parler à l'IA, ça paraît con, mais on a tous la flemme d'écrire dans une certaine mesure, la flemme d'expliquer. Et quand tu parles à quelqu'un, c'est beaucoup plus fluide, donc parler à l'IA forcément est plus fluide. Et tu rappelles un point qui est important, c'est que ce soit à un humain ou à une IA, ce que tu veux, c'est avant tout décrire le outcome, donc le résultat que tu veux recevoir. Si tu décris précisément le résultat que tu veux recevoir et que tu lui dis à l'IA qu'il a carte blanche pour trouver le moyen, il va se concentrer uniquement sur le résultat et peut te trouver une solution à laquelle tu n'as même pas encore pensé. Et c'est tout l'intérêt de l'IA, justement. Ouais, c'est un des soucis, ben, on l'a remarqué ce matin. En fait, souvent, tu as un petit problème. Tiens, j'ai un bug où j'ai une partie du besoin, je demande à l'IA de le faire, et en fait, ça résout pas toute la chose. Alors que tu aurais dit, ben, OK, j'ai besoin d'une nouvelle landing page qui va beaucoup plus vite, parce qu'en fait, mon site est lent et il galère, et Google n'aime pas ça, donc en référencement naturel, je me fais avoir, etc. Et tu as deux options. T'as soit tu lui dis, bah, rends ça plus rapide, ou soit tu lui dis, OK, je veux être positionné en SEO. Mon site est lent, donc ça me pose problème. Aujourd'hui, je suis chez OVH pour mon hébergement. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et peut-être qu'il va te dire, OK, bah en fait, moi, je changerais, je sais pas, le langage informatique dans lequel c'est fait et autres. Enfin, tu vois, il ouvre les possibles. Alors que si tu dis juste, OK, bah l'image sur le site charge pas vite, fais quelque chose, bah il va juste changer l'image. Mais
il peut faire beaucoup plus. Et est-ce que tu penses que tu peux lui demander carrément presque des audits stratégiques ou techniques? Je donne un exemple. Tu sais qu'on a beaucoup de créateurs de sites web qui regardent les vidéos ici. Quelqu'un vient de créer un site web, il trouve que le site web qu'il s'apprête à livrer à son client est un peu lent et puis aussi il se référence pas très bien. Est-ce qu'il pourrait simplement aller voir Claude et lui dire, Claude, voici le site web que je m'apprête à livrer. J'aimerais passer de 3 secondes de chargement à 1 seconde de chargement. Fais-moi le tuto complet pour y arriver. Ouais, bah, et tu peux même après lui demander de le faire lui-même, les corrections, c'est ça qui est Ouais. bien. Et ce qui est intéressant, tu vois, si on a une agence depuis longtemps, on a déjà les reports, les modèles qu'on utilise, par exemple, pour dire, OK, bah, si tu fais un audit SEO, à chaque fois que tu livres un site web, tu as sûrement déjà un modèle de présentation, ou même, tu vois, tiens, bah, attends, et une présentation commerciale que tu veux faire, bah, tu lui donnes le modèle, tu dis, OK, bah, tu respectes ma charte graphique et tout, et tu le fais maintenant pour ce site-là. Et en fait, il va dire, OK, bah, en fait, j'ai besoin de télécharger telle donnée, j'ai besoin de vérifier tel point de contrôle, etc. Et il va te faire le livrable dans la charte que tu veux. Et ensuite, tu peux lui dire, OK, bah, fais les corrections. Tu vois, le site de l'agence, aujourd'hui, il est full IA. Et régulièrement, on lui dit, OK, bah, comment on se positionne en SEO, en GEO, donc le référencement sur les IA. Et il fait des optimisations en fonction, toutes les semaines. Ok, donc tu lui fais carrément. Alors, quel outil tu utilises? Alors, parce que pour la recommandation, un chat comme Claude ou ChatGPT suffit, j'imagine. D'ailleurs, petite parenthèse, t'as une préférence toi, entre ChatGPT et Claude pour ce genre de choses? Moi, j'utilise beaucoup Claude maintenant. Ok, Sur un abonnement assez élevé, je suis moins limité. Euh, et après, par contre, Gemini est pas mal aussi pour les questions de la vie quotidienne, par exemple. ok, très bien. Et pour les modifications, quel outil tu vas utiliser? Donc, pour les recommandations, Claude par exemple, et pour les modifications, qu'est-ce que tu utilises? Pour les modifications, quand c'est très technique, j'utilise Claude Code. Et par contre, chose que quasi tous les utilisateurs de ChatGPT ne savent pas, c'est qu'en fait, quand tu as l'abonnement à 20 euros de ChatGPT, tu as accès à une espèce de ChatGPT Code qui s'appelle Codex, que tu peux télécharger sur un Mac. Sur Windows, je suis pas sûr que ça existe. Et en gros, dans ton abonnement, c'est comme si tu avais des crédits Claude Code, mais côté ChatGPT. Et il peut développer aussi, et il fait du code qui est assez propre aussi, quand c'est clair. Il réfléchit moins. Mais tu vois, une optimisation de site, une programmation, je sais pas, de mettre une vidéo sur une landing page, il est capable d'aller le faire. Ok. Sur un abonnement que la plupart des gens ont déjà. Et écoute, je pose une question de façon générale, mais imaginons que je veuille créer un. Tu vois, moi, j'ai toujours utilisé WordPress. Imaginons qu'un de mes clients veuille un site web Webflow. Je sais exactement ce que je veux lui construire, je sais ce que je veux mettre dedans globalement. Est-ce que tu penses que je pourrais demander à l'IA de me construire. Et il veut du Webflow, hein. Il veut ce builder. Est-ce que tu crois qu'on peut aller jusqu'à demander à l'IA de nous construire le site web à travers Webflow? Je ne maîtrise pas assez Webflow pour savoir si on peut le faire, pour le coup, parce que c'est assez spécifique. Webflow, Framework, c'est des interfaces un peu captives. Mais sans build, s'il n'y avait pas cette contrainte du builder, tu vois, nous on a déjà eu le cas avec un client qui avait déjà ses maquettes parce qu'il était passé par un designer. Et il dit ok, maintenant je veux le site web qui va avec mes maquettes. Donc c'était sur Figma, comme beaucoup. Hmm. Et Figma, il y a ce qu'on appelle un MCP, donc c'est un connecteur IA natif, on va dire. Et on l'a branché sur Cloud Code. Et là on est en train de refaire le site et il est au pixel près, celui du Figma du client en fait. Claude arrive à reproduire en autonomie la maquette Figma. Ouais, au pixel près. Donc le problème, par exemple, que moi je dénonce souvent avec les IA de création de sites web, c'est que les sites sont dégueux. Je trouve qu'ils sont moins beaux qu'un template de base de WordPress, tu vois, moins bien optimisés, etc. Si tu as quelqu'un qui fait une bonne maquette bien optimale au niveau du taux tu vois, de conversion avec les bons call to action, les bons contenus, là l'IA est capable de respecter ça au pied de la lettre, au pixel près. Ouais, en fait, le problème de l'IA, c'est que comme les connaissances sont agglomérées sur l'ensemble du web, comme on disait tout à l'heure, en fait, il va aussi prendre des règles de design qui sont vraies sur les sites américains et pas les nôtres, etc. Hmm. Alors que si toi, tu lui donnes, c'est comme notre LM, si tu lui donnes la nourriture en entrée et tu dis non, tu fais comme ça, ou chez nous, genre chez Make Sense, une landing page, ça se construit de telle manière et c'est telle règle d'usage, etc. Mais en fait, tu obliges l'IA à respecter un cahier des charges finalement qu'elle pourra dérouler. Et après, t'as souvent des erreurs quand même, effectivement, sur l'IA. Et un des hacks sous-estimés, c'est de demander à l'IA de revoir son code ou son site web ou autre, de faire un auto-test en fait. Et parfois, il va se rendre compte, tu vois, là pareil, ce matin dans l'atelier, on a créé des newsletters full IA Mhm. donc qui sont intégrés dans Klaviyo. Et ça reste, le premier essai, il respectait pas du tout la charte graphique du client. Parce qu'en plus, on l'a fait vraiment nouvelle session, aucune mémoire, rien, on part de zéro. L'objectif, c'était vraiment en moins de 15 minutes, on fait la newsletter. On n'a pas fait les 15 minutes, mais bon. Et tu lui dis,
Ah non, en fait, c'est pas du tout ça. Revoit l'existant et refait. Il a refait. La deuxième était nickel. Et elle a pu partir telle quelle. Ok, donc faut pas partir du principe que le résultat, le premier résultat fourni par l'IA est un résultat définitif des capacités de l'IA. L'IA a la capacité de s'auto-corriger, si on lui indique qu'il y a un problème. Je lui dis. Et c'est ça l'enjeu. Et tu vois, Hormozy, dans sa dernière vidéo sur l'IA, elle disait bien, on va arriver dans une ère où en fait, une IA, ça s'entraîne. Et tu vois, par exemple, nous aujourd'hui, les rapports SEO, les rapports géo de nos IA sont canon parce qu'ils se basent sur un template, un cahier des charges qui est le nôtre. Et c'est là où il y a le savoir-faire. Et tu le donnes à ton IA, mais c'est pas celui de l'agence concurrente, entre guillemets. Et donc, Hmm. on a quand même notre valeur ajoutée qui est pas juste de produire du cloud, en fait. Sinon, ça aurait peu d'intérêt pour le client final, finalement. Bah oui, bien sûr, tu as une couche stratégique et expertise. Mais c'est drôle parce que très souvent, tu vois, on parle souvent du fait de remplacer une équipe ou une personne par l'IA, mais on oublie ce qu'on aurait fait pour cette personne ou cette nouvelle équipe. On l'aurait onboardé, on lui aurait expliqué comment on fonctionne, quels sont nos travaux habituels, tu vois. Et à partir de là, cette nouvelle personne se serait pliée à nos process. Et bah l'IA, c'est exactement la même chose en fait. Il faut l'onboarder. Bah, tu vois, dans le dernier épisode de podcast qu'on a fait avec Alexia, justement, on parlait de l'impact de l'IA dans le marketing. Et elle a eu une métaphore que j'aimais beaucoup, c'est l'IA, c'est comme un stagiaire. Et même en termes de droit d'accès, tu vois, on parlait de droit de lecture, écriture, est-ce que je l'autorise à aller changer mes campagnes et tout? Bah, en fait, tu peux avoir plusieurs niveaux. Au début, tu vas l'entraîner, après, tu lui donnes les accès en lecture. Et après, si tu es vraiment confiant et dans un contexte particulier, tu peux lui dire, OK, bah, tu as le droit de gérer mes campagnes. Tu as le droit d'aller importer des créas sur Meta directement via l'API, donc sans aller dans l'interface. Mais Ouais. tu vas petit à petit en fait. Ah, c'est intéressant. Tiens, je rebondis vite fait avec un truc tout simple, une recommandation. Depuis peu de temps, on utilise Xfield, je crois que ça s'appelle, pour générer des images pour les créas publicitaires. C'est absolument incroyable. La qualité des visuels, aucune faute d'orthographe, les textes sont parfaitement bien présentés. On arrive à sortir comme ça une cinquantaine de nouvelles créas statiques chaque semaine avec très peu d'efforts. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on avait un tableau avec toutes les anciennes créas qu'on avait faites et les angles utilisés et les résultats. On a tout foutu dans Claude, qui en a sorti des conclusions au niveau de ce qui marche bien, les meilleurs CPA sont apportés par quel ou quel angle. Et on a demandé à Claude de nous faire un prompt pour Xfield, du coup, pour nous produire des créas statiques à partir de ce qui marchait bien. Et le résultat est absolument incroyable. Chaque semaine, les coûts baissent, les résultats augmentent, avec quelque chose qu'on n'a jamais réussi à faire purement humainement, quoi. Bah, tu vois, ça me rappelle, parce que j'ai un e-commerce sur le côté, et en fait, tu as Claude qui prompte Gemini, donc avec Nano Banana, pareil, qui est inclus dans les abonnements Google, qui génère des images plutôt quali. Et le problème de ça, c'est que tu as la petite watermark, là, tu as le petit filigrane en bas à droite qui rend ça inexploitable. Et en fait, automatiquement, il va télécharger l'image et enlever le filigrane et le charger dans Meta pour tester. Et tu as une deuxième automatisation qui fait la boucle, c'est que tous les matins, il va regarder quel créa il faut couper en fonction. Et donc, tu as un compte méta qui est full automatisé et qui s'auto-alimente en créa. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Et ça, tu vois, tu viens d'évoquer Nano Banana pour la production d'images. Ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime encore, je pense. J'ai découvert il y a quelques semaines qu'une de mes connaissances, quelqu'un qui a un e-com qui fait environ 10-15 millions par an avec, de chiffre d'affaires, j'ai découvert il y a quelques semaines que 100% des images de son site étaient générées par l'IA, sachant que c'est de l'humain, hein. C'est des vêtements. Et l'IA arrive à lui produire les vêtements un peu sous forme de contenu UGC, porté par plein de gens différents, dans plein de contextes différents. Ça a explosé ses ventes. Et c'est incroyable, mais la personne dont je te parle gère ce e-com. Ils sont deux pour gérer le e-com qui fait 10-15 millions. C'est juste incroyable. Ouais, c'est quand même énorme. Et tu vois, même, on voit que ça évolue en plus, parce que nous, on avait des limites sur un client qui est revendeur de montres de luxe. Et les Hmm. montres pour les IA, c'est un peu le boss final. Parce Ah que tu ouais. as, plein de détails. Et mon ennemi juré, c'est les montres avec chronographe. Parce que tu as plein de mini détails. Et au début, quand tu commences, tu te retrouves avec des Rulex. Donc, Ouais. ce qui n'a peu d'intérêt. Et en fait, finalement, pareil, tu peux demander à Claude Code de faire des petites variantes et de faire de l'autotest. Et en fait, il va vérifier et améliorer l'image pour reconstruire la montre. Donc même ça, on n'est pas encore parfait, tu vois, parce que en plus, c'est du luxe, donc c'est hyper litigieux s'il y a le moindre problème. Et il y a pas mal de montres vintage, donc en plus, tu dois reproduire les griffes et machin. Et par contre, rien que ça, tu vois, en 3 mois, peut-être 3 mois qu'on fait des essais petit à petit, en fait, tu te rends compte que l'IA, elle évolue et petit à petit, il arrive proche du résultat.
Et ça, en termes d'itération, de pouvoir faire des créas statiques où tu vas avoir la montre portée et ainsi de suite, ça débloque pas mal de choses. Sur les vêtements, effectivement, l'IA, elle est déjà canon aujourd'hui pour pouvoir faire ça. Ouais, et tu vois, pour moi, ça va régler. Si je prends, par exemple, la douleur principale de toutes les agences de création de sites web à qui je parle au quotidien, la douleur principale, au-delà de la prospection, une fois qu'ils ont leurs clients, c'est les délais de production qui s'allongent parce qu'ils ne reçoivent pas les contenus de la part des clients. Les clients ne fournissent pas les textes, ne fournissent pas les photos, etc. Mais alors, maintenant, avec le niveau des IA qu'on a, le copywriting d'un texte. Alors, un truc que je trouve assez génial, c'est d'entraîner une conversation Claude avec ce que tu aimes comme style de copywriting, etc. Bien sûr, tu mets en contexte par rapport au setup que tu veux créer, et de lui dire, de repérer par exemple les 5 leaders de l'industrie, voir quel est le copywriting de ces 5 leaders de l'industrie, et d'en déduire un copywriting optimal pour mon client. Mais c'est incroyable, parce que finalement, il ne va pas inventer d'informations, enfin, il part de l'existant, de mon prompt de base, et il va chercher de l'information qui marche déjà ailleurs, et en faisant ça, t'entends, du moment que tu es sur un domaine assez classique, un site pour un plombier, pour un SaaS, un hôtel ou peu importe, et ben, tu arrives à fournir un copywriting ultra quali. D'ailleurs, tu peux faire la même chose avec les photos. Bah, tu n'as plus besoin de ton client, tu peux littéralement avancer sans lui. Et s'il n'aime pas une des photos ou un des textes, en fait, c'est toujours plus facile pour un client de corriger que de fournir le contenu. Donc, à la limite, tu lui fournis un texte un site qui a déjà de la gueule, et il a juste à te dire, bah, cette photo-là, je l'aime pas, remplace-la par celle-ci. Et là, ça devient facile. Et on accélère la livraison. Et ça, pour la rentabilité des agences, c'est incroyable. Ouais, carrément. Et tu vois, nous, on avait un avantage là-dessus, c'est qu'à chaque fois qu'on onboard un client, on fait bosser nos clients, on leur fait passer deux questionnaires, notamment sur leur offre, la marque, les concurrents, l'univers où ils se posent, et en quoi leur positionnement est différent des concurrents, et sur quoi on peut appuyer. Et on ajoute ça, à ça un scrapping des avis Google, avis vérifiés, etc. Pour savoir, ok, bah en fait, nous, on est meilleur sur la qualité du produit, et chez tous les concurrents, les gens se plaignent de la qualité du produit. Ok, ben c'est un axe. Et ça, avant, on le traitait à la main. Aujourd'hui, l'IA, tu peux lui charger ça dans son cerveau IA, et en fait, elle le prend en compte et elle sait, ok, ben, nos clients, c'est tel persona, on parle souvent du persona, notre positionnement, c'est ça, on a le droit de dire telle ou telle chose. Tu vois, est-ce qu'on a le droit d'être direct, est-ce qu'on a le droit de tutoyer, vous voyez? En fait, tu fais tes règles de gestion dedans, et après, l'IA, elle est beaucoup plus autonome et elle te produit des résultats de meilleure qualité quand même. Ouais. Si on rebondit sur ce dont on parlait plus tôt, tu disais que n'importe qui, euh, seul ou en équipe, doit avoir sa propre équipe IA. Si on repart là-dessus, parce que ça, n'importe qui peut le mettre en place très rapidement, j'imagine, avec un chat GPT, Claude ou autre. À ton avis, quelqu'un qui se lance, qui a une agence de création de site web, quelqu'un qui est seul par exemple, quelle est l'équipe qu'il doit absolument créer autour de lui dans son IA? Genre les quelques rôles nécessaires. Tu vois, la création de contenu, c'est quand même devenu important. Hmm. Et je parle pas d'écrire des posts avec ChatGPT, mais ça peut vite prendre du temps. Moi, j'ai remarqué que la création de contenu, ça peut être vite conséquent et c'est un des premiers éléments que tu vas laisser de côté, sauf que tu vas être moins visible. Et l'exemple que tu peux avoir, c'est de dire, OK, ben, en fait, j'ai un assistant IA, chez moi, il s'appelle Inbounder, parce que c'est du marketing inbound. Et ce que je lui fais faire, par exemple, c'est que dès qu'on tourne un épisode de podcast, une vidéo YouTube, il va reprendre la transcription, il va me préparer un maximum de carousels pour LinkedIn, pour Instagram, il va pré-rédiger une newsletter qu'il va aller charger lui-même dans mon CRM qui est Brevo. Et cet assistant-là réduit le temps et la charge mentale de la création de contenu, mais d'une manière exponentielle, parce qu'en fait, limite, aujourd'hui, il produit plus de carousels que ce que je peux poster. Donc ça, pour le coup, en termes de temps du dirigeant, je trouve que c'est intéressant. C'est incroyable. Tu vois, j'aurais jamais eu l'idée de lui faire faire la campagne d'email. Actuellement, je fais un truc qui est en partie comme toi. À chaque nouvelle vidéo, je prends ma vidéo, je la mets dans Whisper Transcribe pour qu'il me sorte le transcript. Ensuite, je prends le transcript, je le mets dans Claude et je dis à Claude, prépare-moi 6 idées de titres, 6 idées de miniatures avec des titres pour les miniatures. Fais-moi une description pour optimiser le référencement dans YouTube et propose-moi des timecodes pour les chapitres. Alors aujourd'hui, ça, le chapitre, j'ai du mal à le faire correctement. J'ai pas encore trouvé la façon de le faire correctement, mais j'ai pas demandé à l'IA comment le faire correctement. Donc encore une fois, je saurais faire ça. Par contre, j'avais pas eu l'idée parce que souvent je récupère moi-même manuellement la description qu'il me fournit et ça devient la base de mon email après dans Mailchimp quand je l'envoie. Mais en réalité, on pourrait lui dire non seulement de le préparer, mais de le faire directement, effectivement. Ouais, bah tu vois, moi j'ai créé une clé API sur Brevo. Donc ça sonne technique, mais en vrai c'est trois clics. Tu vas dans les paramètres, tu fais clé API, tu la crées, tu la télécharges et puis voilà. Et ton Claude va aller le chercher dans un fichier texte. Et derrière, moi je pourrais même lui faire envoyer
lui-même la newsletter. Je vérifie toujours, parce que par exemple, le dernier épisode de podcast, il faisait 33 minutes, il avait écrit 55, donc tu vois, il y a encore cette notion d'erreur et de vérification humaine. Mais sinon, tout le reste, c'était un bon résumé, ça donnait envie d'écouter l'épisode. Il a trouvé lui-même l'objet du message et il était prêt dans Brevo à cliquer sur envoyer. Incroyable. Et souvent, notre problématique, c'est qu'on se dit, il n'arrivera pas à imiter notre ton, mais au final, je suis en train de me dire, il suffit de lui donner, par exemple, les 5 derniers emails qu'on a envoyés. Il comprend très vite, à partir des 5 emails précédents, la façon dont on écrit. Et on lui dit, bah, prépare-moi d'avance chacun des emails pour chacune des vidéos que je te donne. Et hop là, on a la vidéo qui va, le mail qui va avec la vidéo. Bah, l'avantage qu'on a, enfin, surtout nous, comme on produit du contenu vidéo et audio, en fait, c'est que le ton, ne serait-ce que là en discutant, il se capte et il se comprend. Il voit le registre de langage, il voit comment dire, le persona que tu es et il arrive Hmm. à le retranscrire. Et plus tu fais des vidéos, pareil, c'est comme notre cerveau, on me dit tout à l'heure, plus tu fais des vidéos, plus il comprend. Et c'est pour ça que tout ce qui est audio et vidéo, surtout audio, je l'ai mis au cœur de la stratégie de contenu en mode, OK, si j'ai le temps de faire que quelques éléments de contenu cette semaine, qu'est-ce que je fais? Et je privilégie l'audio parce que c'est ça qui alimente tout le reste et avec un gain de temps qui est total sur l'automatisation si je veux. Hmm. Ouais. Et du coup, ce qui est génial, c'est que tu peux dire de te préparer, ouais, comme tu disais, 3 4 5 posts LinkedIn différents, préparer aussi des posts Instagram, de te préparer peut-être même un script pour un reel Instagram éventuellement. Mais, donc, ok, donc un premier rôle déjà que tout le monde devrait avoir, c'est l'assistant en création de contenu. Est-ce qu'il y en a un autre que tu peux voir? Moi, ce que j'ai testé, c'est un commercial IA. Donc, je l'avais testé parce qu'on n'a jamais fait de cold email dans l'agence. Parce que, un, on n'en avait jamais eu besoin. Et deux, j'aimais pas trop le format. Par contre, je voulais tester et voir si c'était possible parce qu'on a des clients qui nous le demandaient. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, même nous, par rapport au contenu, etc., trouver des invités de podcast, par exemple. On a un projet de podcast sur des fondateurs e-commerce. Je me dis, ok, ça m'intéresse en fait d'aller les chercher. Et j'ai demandé et j'ai créé un agent. Claude a créé plutôt un agent avec des accès sur Apollo, qui est une base de contact où tu as pas mal de monde dans le B2B, surtout américain, mais il y a pas mal de Français quand même dedans. Tu juste pas trop les mails. Après, il va chercher Drop Contact, qui est l'outil qui fait qu'on est tous harcelés par des commerciaux. Et il a utilisé, c'est pas Lemlist, c'est Instantly. Et Mhm. pareil, alors il m'a expliqué, il faut chauffer des adresses mail, etc. Sinon tu vas tomber en spam quand c'est de la prospection à froid. Je lui ai dit, bah, ok, débrouille-toi, voilà mes noms de domaine. Il m'a demandé mes noms de domaine OVH. Et il a lui-même branché les adresses. Il a fait de la chauffe, il appelait ça pendant 3 semaines, je crois. Et après, il a commencé à proposer des campagnes et à dire, ok, bah, sur base du contenu que tu veux faire, voilà comment j'approcherai les gens, etc. Et là, je ne l'ai pas encore lancé, mais il est prêt. C'est juste que j'ai faut le temps de revoir, parce que j'aime bien vérifier. Mais en gros, il a listé à peu près 500 dirigeants et CMO qui veut cibler et qui serait pertinent d'avoir en interview. Et c'est prêt à envoyer. Mais on pourrait très bien l'imaginer, je pense, pour un commercial. Alors, pareil, la prospection mail, il faut toujours faire attention parce que la Hmm. qualité dépend de ce que tu vas faire. Mais si tu as quelque chose d'intéressant à dire et que tu apportes de la valeur, comme on dit toujours, why not? Donc ça peut être quelqu'un d'utile. Et c'est un peu le pendant de ça, c'est aussi sur les présentations commerciales. Nous, par exemple, ce qu'on fait sur les rendez-vous commerciaux, on enregistre forcément la conversation pour pas perdre d'informations, avec l'autorisation toujours. Et derrière, il connaît mes decks, donc mes présentations type. Il voit l'offre et il peut le faire analyser ton call d'ailleurs par Hormozy pour voir si tu es bon En en plus. commerce ou pas. Et il va lui-même modifier ton PowerPoint et l'ajuster en fonction de ce que tu vas vendre à la personne. Et même, tu vois, il a dans le transcript, je pense que c'est grâce à la mémoire Hormozy qu'il avait, selon le verbatim du prospect que tu avais, si c'est un cerveau orienté détail, un cerveau fonceur, etc., il a des variables d'ajustement. Il est autonome pour le faire dans le corps de la présentation. Et en fait, c'est un peu ton coach commercial en neuromarketing, etc. Et il te prémâche le travail de tes rendez-vous commerciaux. Ah, c'est incroyable. C'est super excitant de voir tout ce qu'on peut mettre bout à bout. Tu vois, par exemple, entre donc le rendez-vous, le premier rendez-vous avec le prospect, tu prends le transcript, le mettre dans leur musique, qu'est-ce que t'en penses? Ok, comment on peut améliorer la présentation commerciale, etc. C'est super excitant de voir ça. Et en même temps, tu vois, je me rappelle, j'ai arrêté de le faire par la suite, mais dans les 3 4 premières années de l'agence, ce que j'adorais après chaque rendez-vous client, c'était aller dans une salle de réunion avec les 2 employés de l'époque de l'agence et on prenait un tableau blanc et pendant 1 heure et demie, on brainstormait à ce qu'on peut faire pour le client. Alors, c'est là où je me rends compte que ça donnait un charme, tu vois, le brainstorm un peu à la Mad Men, tu vois. Mais alors, donc là, on n'est plus du tout dans ce genre de charme. Là, c'est de l'usine et de la machinerie. Mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace? Et qu'est-ce que tu évites enfin, la marge d'erreur doit être si faible. Parce que si tu as les bons process qui sont positionnés dedans, t'as un travail beaucoup plus constant et un outcome, un résultat beaucoup plus constant, en fait. Ouais, mais en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est que
quand c'est toi qui fais, tu es garant de tes propres process et tu sais que si tu sors du process, en théorie, c'est pour améliorer quelque chose. Par contre, quand tu as, je sais qu'en B2B, parce qu'on a pas mal de clients B2B quand même, au-delà des e-commerçants, ils ont un script de vente, ils veulent être sûrs que les commerciaux le suivent. Les commerciaux le font pas souvent. Et en Hmm. fait, tu peux avoir une espèce de call review par IA. Je sais que tu as même des outils payants qui font ça, hein, mais entre guillemets, aujourd'hui, tu peux l'automatiser et dire, OK, bah en fait, Michael, il suit rarement les scripts. Par contre, son taux de conversion, il est plus élevé. Qu'est-ce qu'il y a dans les scripts de Michael qui fait qu'il convertit mieux? Est-ce qu'il ne faut pas adapter les scripts de tout le monde? Tu vois, tu as aussi cette version inverse. Parce que tu peux dire, OK, bah oui, il ne respecte pas le script, mais ça marche. Donc il y a sûrement des trucs à aller chercher. Ouais, c'est super intéressant. Un autre point aussi que je vois qui est super intéressant pour dans le même ordre d'idée de ce que tu dis, c'est que tu sais, moi, la stratégie que je partage souvent pour la prospection, c'est de donner de la valeur, c'est de donner avant de recevoir, c'est le credo de Hormozy d'ailleurs, et c'est de donner de la valeur notamment avec un audit gratuit que tu apportes avec des axes d'amélioration ou avec des opportunités. Et très souvent, le retour que j'ai de ça, c'est que ça marche très bien et ça permet toujours d'augmenter les ventes, mais certains trouvent ça chronophage au début. Et effectivement, quand tu prends la méthode un peu, alors la première méthode que je partageais, c'était de le faire de A à Z à chaque fois. Ensuite, j'ai fourni des templates Canva qui peuvent modifier. Là, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'on pourrait, tu pourrais par exemple, quand tu qualifies, quand tu fais tes qualifications, tu vas trouver, je sais pas moi, un plombier à côté ou un paysagiste à Montréal. Je peux aller sur le site web et faire un loom peut-être où j'analyse le site web en 5 minutes, en 10 ans, donc vraiment oralement en expliquant ce que je vois, les axes d'amélioration que je remarque, la data que je remarque. Donc je trouve que le taux de rebond est élevé, le trafic est bas, la durée des visites est faible. Et ce loom, je le donne à l'IA et je dis voilà, prends le template d'audit que j'aime bien et fais-moi un audit à partir de ce que j'ai dit dans ce loom. T'as une idée? Ouais, finalement, il pourrait le faire assez facilement en fait, hein. Tant que tu verbalises tout ce qui doit être mis dans la présentation, et du coup sur l'image, il va avoir du mal à analyser. Il y a quelques IA qui le font, mais ça crame vite ce qu'on appelle les tokens, donc en gros, entre guillemets, tes crédits. Ok. Mais si tu lui dis tout et que tu as le template de base, en fait, que ce soit le template Canva, parce que Canva, tu peux injecter, je crois, des éléments. Enfin, Claude Code peut se brancher à Canva. Je n'utilise pas trop, mais il Ok. paraît qu'il y a des éléments dessus. Mais tu vois, moi, je lui ai donné par exemple l'autorisation de créer des Google Slides avec mon compte et il a un template et il remplit ça dedans, en fait. Donc c'est un peu la même chose, effectivement, et ça te prend. Il faut toujours quand même relire. Et je Oui. pense que c'est ça qui distinguera aussi ceux qui arrivent à bien l'utiliser ou pas, parce qu'en fait, j'ai beau avoir mes différents agents IA sur le contenu ou sur le commercial. Tu vois, les carousels Instagram qui me produit mon cher assistant contenu, parfois il oublie de mettre les accents. C'est une erreur classique. Ouais. Du coup, tu te dis, mince, si je l'avais pas vu, en fait, j'aurais pu lire un truc sans accent. C'est pas ouf. Donc, tu as quand même cette phase de relecture qu'il faut pas oublier. Et ça reste pas pour les flemmards. Mais par contre, en temps gagné, effectivement, c'est Ouais. tout à fait jouable. Et puis, mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'adore l'IA, mais je pense encore qu'il faut garder une partie d'humain parce que je sais que là, avec ce que je viens de dire, la plupart me diraient, oui, mais regarde, même tout ça, tu pourrais l'automatiser par l'IA. Tu pourrais demander à l'IA de scraper tous les sites web existants dans ta région avec tous ceux qui ont peu de trafic, peu de machin, etc. Le problème, c'est que beaucoup ont essayé. Dans Ages, par exemple, j'ai vu beaucoup d'agences tenter de faire ça. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est qu'ils se créent leur propre répertoire, tu vois, avec des prospects qui, sur papier, ont l'air de correspondre aux critères. Et puis, quand tu mets les mains dans le cambouis, quand tu regardes la boîte d'un point de vue visuel, par exemple, tu vas sur Google Street View, tu regardes la boîte, tu te rends compte, oh là, mais on peut pas l'aider. Cette boîte-là, elle dort depuis 20 ans. Le patron, il a 72 ans et à deux doigts de la retraite. Et ça, c'est des choses, des fois, que l'IA ne capte pas. Et au final, je vois aucun intérêt à faire de la masse comme ça sur quelque chose qui n'est pas bien qualifié. Donc, c'est pour ça que volontairement, je garderai la qualification et l'observation du prospect humaine. Par contre, je suis convaincu qu'on peut automatiser toute la suite. Donc toute la création en audit, etc. Et finalement, la prochaine action humaine, ce sera de remettre l'audit chez le prospect et créer la relation avec lui. Ouais, et par contre, la relation humaine, effectivement, ça va être le gros différenciant de toute façon. Oui. Si tu es capable de combiner l'intelligence artificielle, c'est le cas de le dire, avec un relationnel où tu comprends les problématiques business, en fait, tu deviens beaucoup plus puissant en rendez-vous et t'apportes plus de valeur pour un tarif qui est soit ISO, soit tu peux l'augmenter, mais tu augmentes aussi les marges parce que, mine de rien, ça prend quand même du temps, en fait. C'est ça le paradoxe, parce que du coup, tu as des gens qui vont dire, ouais, mais c'est de l'IA, ça n'a pas de valeur. En fait, si, de l'IA bien faite, ça a une valeur, c'est du temps, c'est du reprompt. Tu vois, les sites qu'on livre avec de l'IA, c'est pas fait en 2 minutes non plus. Il y a quand Non. même du travail. Et ça, faut savoir le mettre en avant. Et ça, je pense que c'est le plus gros. C'est le truc qui est le plus incompris actuellement. J'avais fait un post LinkedIn là-dessus parce que tout le monde dit un site fait avec l'IA, il s'imagine un prompt qui te sort le site parfait. Non, au final, pour moi, je l'ai présenté comme ça dans ma dernière vidéo, c'est que je vois l'IA comme une alternative au no-code comme à l'époque. Tu vois. C'est-à-dire que le no-code te permet de faire des sites web qui ne nécessitent plus de savoir coder, développer. Ça, c'est vrai, c'était devenu un facilitant technique. Mais tu fais pas un beau site web en no-code et qui convertit en 2 minutes parce que tu as un template. Il faut quand même travailler en profondeur le truc. L'IA, c'est exactement la même chose. Elle est capable de tout. Elle est aussi capable de te sortir un truc merdique. Et si toi, tu n'as pas la
compétence profonde comme le SEO, l'optimisation de taux de conversion, si tu n'as pas cette compétence-là de qu'est-ce qu'un bon site web, tu n'arriveras pas à produire un bon site web avec l'IA. Ou alors, il faudrait d'abord passer par toute une couche de formation où, ok, Claude, c'est quoi un bon site web? C'est quoi un site optimisé sur le taux de conversion? Qu'est-ce que je dois retrouver dedans? Donc tu commences déjà, enfin, tu dois passer par une couche de formation. Ouais, bah, comme on disait, tu formes ton IA. Alors l'avantage nous qu'on avait, c'est que on avait une boîte de formation avec Alexia qui s'appelait Mavericks, où tu avais des formations Google, des formations Meta, des formations CRM, etc. Et ça, aujourd'hui, on l'a traduit en skills, donc les compétences que tu peux mettre sur Claude, sur Codex, donc le chat GPT sur ordi, et tu peux en recréer des agents GPT pour ceux qui veulent. Et en fait, aujourd'hui, même un consultant CRM chez nous, par exemple, s'il a des idées et qu'il veut les faire challenger par quelqu'un d'autre, bah, le niveau 1, en fait, il peut parler à son collègue IA qui respecte, encore une fois, le cahier des charges, c'est quoi l'emailing chez Make Sense, c'est quoi la gestion du WhatsApp, du SMS, etc. C'est quoi notre vision et notre point of view, comme ils disent, en termes d'agence, parce que chaque agence voit les choses aussi différemment. Tu vois, t'as la même chose sur le SEO, où certains ils vont être très portés sur le contenu, d'autres sur la technique, etc. En fait, tu peux avoir un agent qui a ta propre vision, mais tout comme tu entraînerais un nouvel employé, tu lui dis, OK, bah, chez nous, on gère ça de telle manière, et ton consultant, il peut parler à un clone, entre guillemets, et challenger ses idées en mode, OK, bah, est-ce que je priorise une refonte du mail d'abandon panier ou une newsletter de déstockage? J'ai plutôt tendance à faire ça. OK, bah, tu parles avec ton Claude ou ton Codex pour dire, OK, bah, est-ce que c'est une bonne idée? Quel est le chiffre d'affaires attendu? Et tu peux brainstormer avec ton IA. Pour certains, c'est pas sexy, mais en vrai, tu le fais en niveau 1, ça n'empêche pas d'aller voir tes collègues après, mais tu as gommé une partie d'erreurs potentielles aussi. Ouais. C'est le brainstorm avec l'IA, je trouve ça absolument incroyable. On sous-estime, parce qu'encore une fois, je pense qu'on a une image, une connotation qui est la machine n'est pas capable de penser comme nous on le pense. Mais ce que j'aime avec le brainstorm avec l'IA, c'est que oui, c'est que la façon dont se déroule l'imagination est différente. Mais elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va essayer de trouver des sources pour t'apporter des idées. Et pour illustrer ça, dernièrement, j'étais en train de brainstormer sur un outil que je souhaite créer pour les agences. Et en fait, il y a déjà, donc je voulais brainstormer avec l'IA, et puis l'IA m'a trouvé 5 ou 6 acteurs qui font ce que je veux faire sur le marché américain. Et tu vois, le brainstorm, la façon dont ça s'est passé, c'est que l'IA allait fouiller au fil de la conversation sur ce que font ces 5 ou 6 acteurs, ce qui marche bien pour eux, ce que eux ont mis en place. Et elle me disait, bah tiens, je remarque que tel outil a mis ça en place et ça a l'air d'avoir augmenté leur vente et leur valorisation de 30%. Et puis tel autre a racheté cette fonctionnalité, ça a été très apprécié. J'ai trouvé plein d'articles comme quoi les retours clients étaient excellents. Et en fait, c'est comme ça qu'elle amène une brique informative et factuelle au brainstorm et j'ai trouvé ça d'une aide incroyable. C'est vrai que c'est assez différent, c'est qu'en fait, quand tu parles avec quelqu'un, il a son socle de connaissances qui est le même du début à la fin de la conversation de 15, 20, 30 minutes. L'IA, entre deux, elle est capable d'aller chercher des nouvelles infos sur Internet pour vérifier telle ou telle chose. Et ça, c'est vrai que c'est Ouais, intéressant. ouais, Ça carrément. fait avancer le débat, on va dire. Ouais, non, vraiment, je suis convaincu qu'on peut avoir d'excellentes idées grâce à l'IA et que on sous-estime le niveau de conscience que l'IA peut nous amener. C'est-à-dire que vraiment, on peut, encore une fois, elle a accès à l'étendue des informations sur le web. En termes d'études de marché, de veille stratégique, de veille concurrentielle, c'est un super outil. Ouais, franchement, tu peux vraiment le piloter assez finement, même sur d'autres éléments comme de l'investissement ou des choses comme ça, par exemple. Tu t'en sers pour l'invest? Bah ouais, par exemple, tu vois, nous on fait un peu d'immobilier en famille et il y a quelques zones qu'on apprécie, dont une zone où il y a très peu de rotation. C'est-à-dire, tu vois, il y a une ville qu'on adore et il y a 21 ventes immobilières l'année dernière. Donc autant te dire que quand ça sort, faut y aller. Et tu as les alertes, le bon coin, etc., mais qui arrivent pas forcément à temps, ou alors qui t'envoient plein de déchets ou des trucs qui correspondent pas. Et là, tu as une automatisation, pareil, qui tourne sur le Mac mini. Et j'ai mon Telegram qui est envoyé dès qu'il y a quelque chose qui correspond sur ce loger ou autre. Et j'ai tout de suite le lien de l'annonce avec le descriptif de, tiens, bah, est-ce que ça correspond à nos critères d'investissement, que ce soit le montant, la capacité de loyer que tu peux en dégager, etc. Et tout est préfiltré et donc t'as pas le bruit que tu aurais si tu mets juste une alerte Le Bon Coin avec forcément les biens qui sont trop chers ou le loyer il couvrirait jamais, etc. T'enlèves tout le bruit et l'IA elle fait le tri en amont. Comme si tu avais un conseiller, un coach personnel, tu sais, tu avais les personal shoppers, je sais pas si ça existe encore pour les fringues, tu as un personal shopper de l'immobilier. Techniquement, ça s'appelle un agent immobilier, effectivement. Enfin, c'est censé être son taf normalement. Mais ouais, carrément. Et c'est vrai que mais avec l'agent immobilier, tu as ce
poids humain de te dire, ok, je le fais bosser, il faudrait quand même que... Ah, moi, je suis peut-être un people pleaser, je sais pas, mais je me dis, si je le fais bosser pendant 6 mois à me chercher des biens, il faudrait qu'un jour, je lui achète un truc, tu vois. Avec l'IA, t'as pas cette problématique-là. L'IA peut bosser pour toi et te chercher des opportunités pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu te sens aucunement obligé d'aller à un achat ou quoi que ce soit. Ouais, et puis tu vois, sur une zone en particulier où il y a peu de rotation, là dont je parlais, j'avais été faire le tour des agences. Tu vois, j'avais dit, bah, si vous voyez, vous m'appelez, etc. Et en fait, ils savent que juste en posant l'annonce, ils vont vendre. Donc en Hmm. fait, ils n'ont pas d'intérêt parce qu'ils vont avoir la même commission, à moins que tu leur dises, bah, je vous file un piston en plus. Mais ils ont peu d'incitation à avoir plus de travail, de te rappeler, de retrouver les dossiers, machin. Et Ah ouais. c'est l'offre et la demande aussi parce qu'ils n'en ont pas besoin. Après, sur des zones où c'est galère de vendre, j'imagine qu'ils sont très heureux de t'appeler et t'as pas besoin d'un outil aussi comme celui qui a été mis en place. Et puis c'est pas comme si on était le premier à leur demander de nous appeler quand il y a une nouveauté, donc il y a peut-être une liste d'attente, enfin ouais, t'es pas forcément la priorité, alors que pour ton IA, t'es forcément la priorité. Tu cherches un appartement en location à Paris, l'agent, je pense qu'il s'en fout. Donc, Ouais, non, c'est vrai. Et c'est là où en fait, c'est bien parce que ça repositionne les priorités, tu vois, l'agent immobilier finalement, pourquoi on s'en servirait quelque part. C'est surtout peut-être pour les biens un peu off-market, parce que souvent les gens sont méconnectés. Moi, j'ai fait 2 achats comme ça, avec des biens qui n'étaient pas encore sur le marché, mais on avait l'information que ça allait arriver. J'ai vendu un de mes appartes le premier jour de la mise en vente, parce qu'il fallait la mettre en vente officiellement, mais parce que ma courtière, mon agent, on appelle ça une courtière, courtier immobilier ici au Québec, ma courtière connaissait un acheteur, et en fait on l'a mis en vente, et le jour même, paf, c'est parti. ouais, c'est l'offre et la demande, comme on disait, hein, dans tous les cas. Ouais, ouais, non mais carrément. Donc en gros, tu peux te créer ton assistant pour la création de contenu, assistant commercial, assistant pour la production, on a parlé de l'assistant copywriter, assistant production d'images, donc tout ce qui est contenu média, etc. Assistant pour investir. Et tous ces assistants peuvent soit avoir la forme d'un chat simple avec Claude ou ChatGPT, mais aussi, pourquoi pas, un petit mix avec Claude Cowork qui donne accès aux applications, voire même ça peut devenir des temps pleins avec le Mac mini dans le grenier, effectivement. Bon, on voit qu'il y a pas mal de trucs. Est-ce que tu as une dernière idée ou un dernier truc que tu as envie de partager, de proposer aujourd'hui? T'as peut-être un petit dernier employé IA qui est intéressant. Tu peux le brancher aussi sur ton outil de comptabilité. Tu vois, moi, j'utilise Pennylane. Ah ouais. Et pareil, il y a une API Pennylane. J'avais suivi des formations en analyse financière avec le CJD, Centre des jeunes dirigeants, asso que Mhm. je recommande à tous les dirigeants d'entreprise. Et alors c'était en papier. Du coup, j'ai scanné tout ça. J'en ai fait pareil une compétence et j'ai un part-time CFO, donc Chief Finance Officer, qui tourne, qui vérifie tous les matins mon Penny Lane, qui check, bah tiens, il y a des retards de paiement, il y a les relances automatiques dans Penny Lane, mais en plus, au moins on en est informé. Et il te calcule, un truc que je calculais très mal avant, c'est ok, bah, combien de mois de trésor j'ai d'avance, quelle décision je dois prendre, où est-ce qu'on va atterrir, et tout ce que tu peux attendre aussi d'un expert comptable, mais l'expert comptable va te facturer ça généralement assez cher, et là tu l'as à dispo et en temps réel. Et ça, c'est intéressant. Et puis à un rythme, parce que si tu es un fou des chiffres, l'expert comptable va pas te le faire tous les matins. Là, ton CFO IA peut te le faire tous les matins littéralement. C'est ça, et il va vérifier, bah tiens, tu vois, nous on a plusieurs comptes parce que pareil, par exemple, on a acheté les bureaux. Donc on a un compte où le prêt des bureaux passe et un autre où tu as l'URSSAF et autres. Du coup, tu dois penser à chaque fois, ok, bah il faut qu'il y ait autant d'argent sur le compte. Enfin, c'est de la gestion de trésorerie basique, mais d'un coup, tu vois, on a 3 comptes bancaires. C'est le cadet de mes soucis en général. Bah, Hmm. il va vérifier, ok, bah rappelle-toi, le 15 du mois, tu vas avoir la TVA qui va passer, les URSSAF, les machins. Il faut qu'il y ait au moins autant et tu as une alerte, ce que tu n'as pas sur ton application bancaire parce que bah, l'application bancaire se souvient pas forcément que c'est le jour de la TVA, par exemple. Or, sur Ah ouais. certains volumes de chiffre d'affaires, la TVA, quand elle passe, tu la vois passer. Et ça va avec les chiffres, l'IA n'hallucine pas, parce que les hallucinations, donc c'est comme ça qu'on appelle les inventions de l'IA, quand elle nous sort des informations qui sortent de nulle part, je le rappelle au cas où. Mais l'IA hallucine pas trop avec les chiffres, parce que moi j'essaie de faire, je me suis créé une application pour, en fait depuis maintenant 1 an et demi, je compte mes calories, tout ce que je mange et ce que je dépense, etc. avec l'IA, dans un chat, et dans les chats, ça avait tendance à halluciner. Je devais redémarrer de nouvelles conversations régulièrement, parce que à un moment, ça finissait par mélanger tous les chiffres et toutes les données. Est-ce que là, avec le côté comptabilité, ça va? C'est relativement fiable? En fait, je l'ai branché sur un Google Sheet. Donc, en fait, le Google Sheet, je peux y accéder moi-même si j'ai envie. Et lui-même, il va le mettre à jour. Donc, en fait, il y a un double check qui est fait. C'est qu'il y a le Google Sheet, il y a ce qui vient de Penny Lane. Et il fait souvent des espèces de tests automatisés entre les deux pour voir, OK, bah, est-ce que les montants sont cohérents? Et on a quand même sur le côté un suivi manuel fait par l'assistante administrative sur, OK, bah, j'ai envoyé telle facture, j'ai relancé, etc. Moi, c'est plus pour avoir ma propre vision. Et on a des espèces de double check qui sont faits, mais automatiquement, en fait, par rapport aux fichiers qui sont utilisés par d'autres collègues. Ok, Donc, il ouais. a pas sur cette brique-là.
mais il vérifie, il se fait une auto-vérification, on va dire. Donc il y a quand même un intérêt à venir mettre en place un process de double check en tout temps. Bah, moi, j'aime bien le côté ceinture bretelle à chaque fois, surtout sur des chiffres financiers. Et le fait que ce soit sur un Google Sheet, au moins, il l'a posé quelque part, en fait. Donc, au Ouais. moins, l'IA, elle a pas, elle hallucine souvent quand elle doit rechercher ou qu'elle se dit, bah, tiens, ça doit être ça. Et si c'est à dispo dans un fichier Excel, bah, en fait, elle peut y accéder assez facilement. Le tout, c'est de vérifier qu'elle a bien les accès, parce qu'effectivement, tu avais une boîte aux US, apparemment, qui s'est pris les pieds dans le tapis, parce qu'ils croyaient ce que disait Copilot, donc l'IA de Microsoft. Et en fait, comme Copilot n'avait pas accès au SharePoint, donc l'espèce de Google Drive de Microsoft, et donc l'IA, elle a inventé des chiffres quand il demandait des choses. Oh, l'angoisse. Et ça, c'est arrivé pendant 3 mois, je crois. Et en final, ils croyaient qu'ils faisaient leur chiffre d'affaires et tout, et au final, pas du tout. Ah, c'est terrible. Mais en fait, c'est ça, l'IA comble les vides, et malheureusement, tu ne sais pas quand le vide a été comblé par une information fiable ou pas. Ça reste encore à la limitation. Je sais que dans tout ce qui est... J'ai regardé dernièrement une conférence sur l'IA, et on parlait de tout ce qui était médical et financier, mais dans les banques, j'entends. Et ils estiment que le taux de précision de l'IA est de 96-97%, mais ce 3-4% de marge d'erreur, est-ce qui les empêche de l'implémenter à large échelle dans les hôpitaux, dans la santé, dans les banques? Parce que cette marge d'erreur, bah, malheureusement, peut comprendre des erreurs tellement colossales que ça te foutrait une banque à terre, quoi. Ouais, bah même, tu vois, sur un e-commerce classique, si tu dis, OK, bah, je veux faire du pricing dynamique, je veux changer les prix de mon site e-commerce dynamiquement, en Ouais. fonction de, tiens, si les concurrents vendent à tel prix, je veux mettre un peu en dessous ou mettre d'autres arguments, un code promo, etc. Bah, si tu mets pas des règles en place, qu'est-ce qui empêche l'IA de continuer à baisser les prix? Et imagine si ton concurrent il a la même chose, parce que les outils de pricing dynamique, c'est pas que de l'IA, bah, au final, tu peux te retrouver avec un produit où tu ne marges plus du tout parce que tu n'as pas mis la règle de prix minimum où il n'avait pas accès et donc il a inventé. Ah oui, ouais. Ah ouais, c'est vrai, hein, ça peut aller loin. Mais c'est vrai que pour ça, ce sujet-là du yield management, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais l'IA a dû tout changer, hein. Moi, j'ai travaillé là-dedans il y a 8 ans, donc pour les hôtels et l'évolution du prix des chambres d'hôtel. Et c'est vrai que l'IA a dû sacrément bouleverser ce monde-là. Je m'y étais pas réintéressé, mais c'est vrai que l'analyse est immédiate maintenant. Ouais, bah c'est l'avantage de l'IA aussi. On en parlait pareil ce matin avec les clients en atelier, c'est de dire qu'en fait la vitesse d'exécution est devenue un avantage compétitif. Donc c'est-à-dire que tu peux déployer rapidement des éléments qui effectivement te prenaient beaucoup plus de temps. Par exemple, j'imagine le prix des chambres et autres, bah, il le modifiait peut-être une fois toutes les semaines. Je Ouais. pense à ça. La programmation des films au cinéma, il le faisait une fois par semaine. Et c'est pour ça que ça changeait qu'une fois par semaine. Tu pourrais gérer dynamiquement aujourd'hui, du jour pour le lendemain, de voir, même en fonction, je repense au cinéma, mais bah, de combien de personnes ont été consulter les pages de tel ou tel film pour savoir si tu dois le programmer plus ou pas. Alors que bah, avant, tu avais besoin de plus de temps pour gérer la donnée parce que c'était des personnes avec des tableaux Excel. Et ça, je suis sûr que grâce à l'IA, c'est accessible. Et tu vois, même une toute petite agence de une ou deux personnes, même un freelance qui fait des sites e-com, pourrait peut-être offrir ce service-là à un client. C'est fou. Le service ultra haut de gamme que tu peux livrer à ton client alors que tu es seul. Ouais, bah c'est la vibe actuelle et la prospective actuelle nous dit que tu vas avoir déjà, tu as les zéro employee company qui commencent à arriver, des entreprises sans personne. Hmm. Tu vois, pareil, on a une autre boîte qui vend des produits digitaux. Il n'y a pas d'employés dedans, en fait. C'est des IA qui tournent toutes seules. Et tu as aussi de plus en plus de monde qui commence à dire bah, que tu vas avoir la première entreprise à faire 1 milliard avec une seule personne. Ouais, mais je crois qu'il y a un gars qui fait parler de lui en ce moment, qui était pas milliardaire encore, mais qui a fait, je crois, 400 millions de chiffres ou 400 millions de valorisation, je sais plus, et et d'ailleurs qui fait beaucoup, beaucoup parler de lui parce qu'apparemment, il a utilisé des méthodes qui sont un peu border, ce qui est souvent normal pour les pionniers. Mais justement, ouais, une boîte de plusieurs centaines de millions d'euros de valorisation ou de chiffre d'affaires avec une personne seule, c'est incroyable. Ouais, et c'est l'avantage aujourd'hui, en fait. Et limite, avoir une petite agence est un avantage parce que t'as pas de lourdeur, t'as pas de changement à gérer. Tu peux directement intégrer l'IA dans tes process et le mettre au cœur du sujet. Là où tu prends une agence qui a 20 ans, qui a 200 employés, en fait, tu mets du temps à déployer tout ça. Et on le voit sur Ouais, même des gros e-commerce, tu vois, avec qui on bosse, qui sont pourtant hyper digitaux. En fait, tu as une certaine inertie avant de faire bouger les gens. Déjà, faire adopter ChatGPT, faire adopter Claude, accepter d'avoir un développeur IA sur le côté. Parce que tu as une équipe de 10 développeurs, tu fais comment? Est-ce que tu dis, bah ok, je vais en virer 8? C'est difficile aussi comme discussion. ouais. Non, je suis convaincu aussi que la compétence IA
devient une priorité. Avant, quand j'avais fait des vidéos, si je devais redémarrer de zéro une agence, je parlais beaucoup du fait que dès le début, tu dois te former à la vente et puis ensuite investir dans ton premier BNI pour faire du réseautage, etc. Et je continue de le penser. Mais après, je disais, tu dois après te former à des sujets techniques, etc. Aujourd'hui, je dirais que la première compétence reste la vente, parce qu'à mon avis, c'est ce qui peut te sortir de la merde quoi qu'il arrive. Mais que juste derrière, investis dans l'IA. Investis dans l'IA parce que finalement, ta rentabilité, donc, au lieu de devoir aller à 15 000 et de devoir recruter immédiatement, peut-être que tu peux aller à 15, 20, 25, 30 000 par toi-même avec ton équipe IA avant de recruter, ce qui fait que ta rentabilité peut être à 80% au lieu de 40 ou de 50%. Et ça fait toute une différence dans un lancement entrepreneurial. Tu encaisses beaucoup plus, tu renfloues ta trésorerie beaucoup plus vite, et ça ne fait qu'accélérer la croissance. Ouais, et finalement, tu vois, un des éléments qui ressortait de l'atelier ce matin avec les clients, c'est de dire, ouais, mais en fait, c'est parce que t'es geek que tu penses à ça. Ça, c'est un truc Ouais. qui revient souvent. Et en fait, je dis, bah non, enfin, peut-être un peu plus que certains, mais j'ai rarement fait du dev. Tu vois, je savais faire un site, voilà, c'est tout. Et c'est juste que tu peux aussi utiliser l'IA comme un prof, et ChatGPT l'a comme fonction d'ailleurs, je crois, mais tu peux lui demander de t'apprendre des choses. Et Hmm. tu vois, ça, pareil, ce sera une compétence de penser à demander à l'IA de t'apprendre des choses. Et tu vois, mon gamin, il a 6 ans. Et en fait, il dit, bah attends, je vais demander à ChatGPT. Ah oui. Parce que comme ça, il sait qu'en fait, il va avoir la réponse. Et tu vois, il a appris à jouer au jeu de Go. C'est un jeu espèce de dame, pas chinoise, mais c'est un jeu qui est quand même assez complexe. Et en fait, il utilise Gemini Live, donc, tu sais, avec la caméra, pour savoir compter les points et ainsi de suite. Putain, c'est fou. Mais c'est une génération qui va grandir avec. Et nous, pour le coup, il faut qu'on se mette à la page parce que si des gamins de 6 ans arrivent à utiliser l'IA et à être plus productifs, bah, il y a aussi un côté obsolescence des individus que nous sommes. Ça a été un gros sujet cette semaine avec une des agences avec qui j'ai fait une consultation privée. Il me disait j'ai des alternants et des stagiaires et j'ai l'impression qu'ils sont flemmards. J'ai l'impression que. Et en fait, ils sont pas flemmards, c'est juste qu'ils travaillent différemment. L'IA fait partie, tu vois, dès le premier stage, l'IA fait partie intégrante de leur méthodologie. Et leur vision du travail, de la productivité, du temps nécessaire pour exécuter une tâche est complètement différent de lui qui gère son agence. Et ça, bref, tout ça pour dire qu'il a dû revoir entièrement sa méthode de management avec les 18, 19, 20 ans qu'il est en train d'employer parce que c'est plus du tout la même vision de la chose, quoi. L'IA a transformé la façon de travailler aussi. Ouais, et je pense que c'est important de laisser tes salariés aussi expérimenter. Tu vois, il y a des entreprises, parmi nos clients aussi, ils interdisaient d'utiliser ChatGPT au travail. Ça, c'était il y a encore 6 mois. Euh, Au contraire, je pense qu'il faut encourager cet usage-là, Ah oui. parce que bah, il y a plein de choses que tu peux faire. Limite, payer des licences à vos salariés et encourager tout le monde à expérimenter, à tester des choses, parce qu'en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que mon usage de l'IA n'est pas ton usage de l'IA, qui n'est pas celui d'autres personnes dans ma boîte et qui n'est pas celui de certains clients. Et au final, si tu arrives à constituer une équipe d'équipes, entre guillemets, moi j'ai mes agents IA, j'ai des salariés qui ont leurs propres agents IA aussi. En fait, ça te fait une entreprise qui est beaucoup plus forte finalement, parce que tu peux résoudre plus de problèmes, des problèmes à plus forte valeur ajoutée, que tu peux vendre plus cher quand on est en prestation de service comme nous. Et donc, ça augmente la valeur que tu peux produire et donc la valeur que tu peux encaisser. Je suis 100% aligné. Je pense vraiment qu'il faut financer, motiver, encourager l'utilisation de l'IA. Au bout d'un moment, l'IA est probablement l'outil qui aura le plus gros impact sur la productivité des individus et des employés. Si tu prives tes employés de cet outil de productivité ultime, tu te mets toi-même une balle dans le pied. C'est comme si tu n'encourageais pas tes salariés à avoir Internet. Oui. Ah, mais 100%, 100%. Et je suis sûr que c'était le cas pour beaucoup. Moi, j'ai connu des hôtels, tu sais, j'étais dans l'hôtellerie au début, j'ai connu des hôtels qui interdisaient les PMS, le logiciel qui permet de gérer les chambres. Fallait le gérer avec le vieux carnet, avec le stylo, les clés derrière. Ils tenaient à ce que ça reste comme ça, alors que les concurrents directs avaient des PMS où en 2 clics, tu sais exactement qui est dans quelle chambre et pourquoi et combien de temps, et ça change tout. Ouais, et c'est très français aussi. Bah, pour le coup, là, tu parles sûrement au Québec aussi, mais il y a une résistance au changement qui est bizarre parce que de toute façon, le changement, il va arriver quoi qu'il arrive. Donc, Oui. autant y aller, et on n'a pas besoin d'y aller corps et âme et de coder, d'avoir un Mac mini qui tourne dans le grenier, comme on disait. Déjà, tu fais tes premières interactions de ChatGPT, tu fais tes agents de ChatGPT. Après, tu commences à utiliser Codex, tu as ta licence ChatGPT sur ton ordi pour gérer tes tableaux Excel ou autres, ou avoir un avis. Et ensuite, tu te mets à coder des automatisations. Ou à demander à Claude de te coder des automatisations plutôt. Mais tu peux y aller step by step, tout comme tu commences à un sport, t'es tout nul, t'apprends les règles, et après, bah, tu deviens bon et tu t'améliores. Ouais. Ouais, donc pour vous qui regardez cette vidéo, le plus important c'est de commencer avec un assistant, une tâche, et puis
petit à petit essayer de nouvelles choses. Demandez à l'IA son avis sur ce que vous pensez à déléguer. Elle pourrait peut-être vous dire, ah, tu devrais aussi essayer de déléguer ça de telle façon, de telle façon. Mais commencer, c'est le plus important, c'est de commencer parce que l'IA est là pour rester, l'IA est là pour être exploitée par tous. Et ne pas l'exploiter va être un déficit compétitif. Et il faut le prendre en main. Même si c'est en commençant graduellement, c'est important de le faire dès maintenant. Ouais, carrément. Et tu vois, ça peut être limite le dernier conseil qui est le premier, c'est que si tu sais pas par quoi commencer quand tu te mets à l'IA et que tu es dirigeant d'agence ou même dirigeant d'entreprise en général, bah, t'expliques ta situation. Tu fais, moi je faisais souvent ces 2 pages, le récap mensuel de ce qu'on a fait. Je lui dis voilà où on en est et tu lui dis ok, bah, en quoi tu peux m'aider à faire ça? Et parce que si tu es très bon en vente, bah, tu vas peut-être pas demander à l'IA de te faire tes PowerPoint de vente. Si tu es mauvais en maquette de site web ou en site web rapide parce que tu fais que des sites lents, bah, en fait, il va te le dire. Et c'est ça qui va t'aiguiller dans ton apprentissage de l'IA. T'as même pas à deviner en quoi l'IA peut t'aider finalement. Ouais, c'est vrai. Ah, tu le diras elle-même. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton intervention aujourd'hui. C'est cool, on a pu creuser pas mal de sujets. En tout cas, je retiens vraiment cette idée de se créer sa propre équipe. Vraiment très très cool. Ça me donnait envie de tester pas mal de choses et je pense que je vais l'installer le Mac Mini, je vais faire des trucs avec. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà essayé des choses. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est nous dire en commentaire ce que vous avez pu mettre en place de votre côté dans votre agence, dans votre business avec l'IA. Ça peut donner des idées à d'autres qui liront ces commentaires et ça pourrait donner aussi des idées pour une partie 2 de cette vidéo. On va peut-être trouver d'autres idées, d'autres applications dont on pourrait parler dans une future vidéo. Si vous avez aimé ça, on pourra faire une deuxième partie. Donc dites-nous ça ci-dessous. Et puis posez un like et abonnez-vous si vous avez aimé. Et surtout, si vous voulez creuser le sujet de l'IA face au marketing, donc tu disais que tu as lancé un podcast sur le sujet. Ouais, on a un podcast qui s'appelle PPC Talk, donc plutôt pour la partie acquisition payante. Donc je viendrai commenter ta vidéo avec la chaîne YouTube. Et j'ai une newsletter dédiée à l'IA qui va démarrer. Donc on l'a créée Très cool. hier, donc on peut s'abonner depuis hier. Ah ouais, donc là, on sent que tu étais déjà à fond dans l'IA. Ça fait déjà 1 an que tu m'en parles, mais alors là, tu es en train d'accélérer. On est parti. Eh ben écoutez, si les agences leaders sur le marché le font, c'est qu'il faut le faire aussi. Donc merci pour tes conseils et puis bah, bientôt pour la prochaine. À bientôt.